Bonjour à tous, au programme de Smart Tech aujourd'hui, on va débriefer de l'actualité autour de l'intelligence artificielle avec des experts qui vont bientôt arriver en plateau. Et puis on aura notre chronique Le numérique c'est humain pour s'intéresser à cette bataille déclarée contre les écrans. Mais d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse à la gestion de nos identités. Est-ce un point faible aujourd'hui en matière de sécurité pour nos données? C'est tout de suite 3 questions à dans Smart Tech. Trois questions à Gilles Castéran sur la protection de nos informations personnelles d'utilisateurs sur le web. Bonjour Gilles. Bonjour Delphine. Alors, vous êtes le président de Memority, acteur français dans le domaine de la confiance numérique, expert de l'authentification sécurisée. J'ai envie de vous demander déjà de manière générale, est-ce que quand on se connecte aujourd'hui sur un site, nos informations personnelles, j'entends au sens notre identité finalement numérique d'utilisateur, est-ce que ces informations sont stockées sur des serveurs qui sont stockés ou sur des serveurs dans le cloud ou directement chez les e-commerçants? Est-ce que ça vous semble aujourd'hui bien géré, sécurisé? Est-ce que c'est votre point de vue ou est-ce qu'aujourd'hui vraiment on est dans une situation de faiblesse sur la gestion de ces identités? En tout cas, on peut faire mieux. C'était d'abord la première chose. Donc, ce qui est important, c'est de gérer aussi bien les accès, la façon dont on va s'authentifier, on va contrôler les accès, que le cycle de vie, que les droits associés à ces accès. Quand on accède à des services, il faut avoir des droits pour pouvoir y accéder simplement. Parce que quand on parle de cybersécurité, c'est vrai qu'on s'intéresse surtout à protéger les données une fois qu'elles sont quelque part. Mais finalement, ce que vous nous dites, c'est au moment où elles transitent. Voilà, exactement. Globalement, les attaques, 84-85% des attaques ciblent toujours l'utilisateur et la façon dont il va accéder. Alors, ce qui est très important dans la gestion des accès d'identité, c'est certes protéger, mais il faut aussi simplifier la vie de l'utilisateur, la simplification des parcours utilisateurs, quel que soit l'utilisateur, qu'il soit l'employé, mais également le client consommateur, le citoyen, ou alors les partenaires dans de plus en plus d'entreprises. Alors, c'était justement ma deuxième question, Gilles, parce que pour un e-commerçant, son intérêt, en fait, c'est que l'expérience d'achat soit la plus fluide, la plus rapide possible, qu'on achète très très vite, sans trop de lourdeur de sécurisation. Donc, est-ce que c'est compatible avec une meilleure sécurité de nos identités, de nos accès? Oui, en effet. Alors, évidemment, c'est compatible. C'est exactement possible. Alors, je peux même faire peut-être une petite annonce aujourd'hui, puisque on a la chance. Memority a été choisi pour rendre un service qui est l'offre service BeConnect. BeConnect, c'est une offre de service d'authentification numérique au service du mass market, c'est-à-dire de l'ensemble des consommateurs. Oui. Alors, c'est porté par 5 grandes banques françaises, disponible cet automne. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que ça change par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? Alors, l'objectif, c'est de supprimer cette phase, l'usage d'identifiants ou de mots de passe. Oui. Et en même temps qu'on peut supprimer cette phase, on peut en plus améliorer le niveau de sécurité tout en protégeant les données, en respectant en effet la réglementation des données européennes. Et comment on supprime cette phase? Alors, derrière, il y a des mécaniques d'analyse de contexte d'usage. Et en comprenant mieux le contexte que vous utilisez, on sait, en même temps qu'on simplifie la vie numérique, on sait protéger cette vie numérique. D'accord. Alors, parce que moi, j'allais vous poser l'ultime question, c'était est-ce qu'on doit avoir plusieurs identités numériques pour être mieux protégé sur le web? Alors, c'est un fait, on a plusieurs identités numériques de toute façon. Vous avez une identité numérique professionnelle, en tant que citoyenne, en tant que consommatrice. Donc, on a plusieurs identités. L'important, c'est de simplifier pour chaque identité cette façon d'usage. Mais l'usage qu'on a... S'il y a un outil qui va repérer qui je suis, finalement, je ne serai toujours qu'une seule et même personne. Donc, je n'aurai plus qu'une seule identité numérique? Non, pas forcément. On va vivre avec plusieurs identités numériques. D'une part, parce qu'on a accès à des services qui sont dans des espaces tout à fait différents. D'accord. Donc, l'analyse de l'identité se fait par combien de critères? Alors, de nombreux critères pour faire l'exercice que je proposais de supprimer, d'avoir une fluidité des parcours. En fait, on va regarder, certes, des critères qui vous touchent vous, mais également dans quel contexte vous allez vous connecter. L'important, c'est, si je sais maîtriser le contexte d'accès dans lequel vous allez avoir besoin d'accéder à des services, mais en plus, les droits associés et l'identité que vous en avez, j'arrive à créer cette facilité d'accès et en plus à vous protéger, puisque je sais dire exactement qui vous êtes et dans quel contexte vous souhaitez accéder à un service. Tout en protégeant ma confidentialité? Exactement. Ouais. Et donc vous allez avoir recours, vous avez recours à l'intelligence artificielle pour repérer ce contexte?
Exactement. Alors, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour avoir une très très bonne analyse du risque de connexion. Ce qui est important, c'est d'analyser le risque, le score, et puis les fournisseurs de services diront s'ils souhaitent ou pas donner accès à ces services. Et puis aussi pour automatiser, puisque pour gérer l'ensemble des droits et des habilitations associées, il y a des moyens d'habilitation et d'automatisation de tous ces services. Eh ben, j'ai posé plus de 3 questions à Gilles Castéran sur cette question de la protection de nos identités. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de Memority, puis merci pour cette annonce que vous nous faites dans Smart Tech. Donc on va voir les choses changer au moment où on ira sur des sites marchands. Pour l'ensemble des consommateurs, donc c'est une très bonne nouvelle d'abord cet automne. L'automne 2024, très bien. Merci beaucoup. Donc on en reparlera ensemble. Allez, on part pour notre grand rendez-vous sur l'actu de l'IA. Aujourd'hui, pour commenter cette actualité autour de l'intelligence artificielle, j'ai convié 3 experts. Et d'abord une experte, Muriel Popa-Fabre, bonjour. Vous êtes docteur en neuroimagerie du langage, experte au Conseil de l'Europe. Vous intervenez notamment sur des questions de gouvernance de l'IA au niveau international. Patrick Pérez, directeur du laboratoire de recherche sur l'IA générative QTI, qui a été annoncé en grande pompe en novembre dernier, bénéficiant des fonds d'Iliade, de CMA, CGM et aussi d'Eric Schmidt, qui était la star de Google dans les années les plus folles. Et vous bénéficiez d'une enveloppe de l'ordre de 300 millions d'euros pour la recherche ouverte dans ce domaine. Avec vous également Jérôme Vallat, CEO et cofondateur de Clérop, éditeur d'une plateforme data IA souveraine. Vous fournissez en fait des outils clés en main pour ces organisations qui veulent faire parler leurs données ou commencer à appréhender ces outils d'intelligence artificielle. Bonjour. Bienvenue à tous les 3. On va commencer avec cette première actu, c'est le FMI qui nous alerte sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. 40% des emplois dans le monde seraient impactés et même 60% dans les pays économiquement avancés, avec à la clé, si je puis dire, en plus un risque d'aggravation des inégalités sociales. Que pensez-vous de ces chiffres communiqués par le Fonds monétaire international? On va commencer par vous, peut-être Muriel. Déjà, c'est une étude vraiment très approfondie qui répond aussi un peu à la peur du remplacement qui est présente dans la société et qui intègre... Le remplacement de l'homme par la machine. Par la machine, bien sûr. Et qui intègre à la fois des éléments, des métriques économiques très sophistiquées. Par exemple, il y a 52 fonctions humaines pour définir une profession. Et chaque profession est définie par ces 52 paramètres. Et dans ces paramètres-là, on ajoute aussi des variables sociales. Par exemple, est-ce qu'une société pense qu'une décision peut être prise uniquement par la machine ou pas? Donc c'est un mélange à la fois d'économétrie avancée et aussi de soucis de comprendre la variable humaine. Donc par exemple, les juges et les docteurs, il y a une variable en plus pour dire les sociétés ne pensent pas que la décision finale dans ces professions soit à prendre par une machine. Donc c'est très intéressant et le fait que ça soit très documenté a aussi un aspect rassurant sur cette peur. Alors rassurant, comment est-ce que c'est comme ça que vous l'entendez vous aussi ? Oui, rassurant, clairement. Oui. D'abord parce que quand on travaille dans l'informatique depuis quelques dizaines d'années, on a déjà vécu pas mal de théories de ce genre-là. Oui. Il y a 30 ans, les ERP devaient vider les bureaux et complètement assécher les fonctions support dans les entreprises, etc., etc. Il y a 10 ans, plus personne n'allait conduire et les taxis seraient tous au chômage, etc. Quand on fait le bilan de tout ça, on sait que ces premières peurs, en fait, elles se réalisent rarement, et tant mieux. Ce qui est certain, avec un peu de bon sens, c'est qu'on se dit que ce sont effectivement des technologies qui vont de plus envahir la sphère professionnelle comme privée, à différents échelons. Et en fonction des métiers, bien sûr, ça va être très hétérogène. Mais il faut le prendre comme des assistances, comme des vraies évolutions des pratiques de chacun des métiers, et non pas forcément comme quelque chose qui va venir à ce point nous mettre tous au chômage. Je n'y crois pas du tout. Et sur cette accentuation des inégalités sociales, sur le fait que finalement les emplois les plus touchés seront ceux qui seront les moins complémentaires des intelligences artificielles, et que l'écart va davantage se creuser en termes de rémunération aussi. C'est intéressant d'avoir aussi cet indicateur, peut-être pour s'y préparer, pour apporter de nouvelles réponses aussi en termes de politique publique.
Alors sans doute, il y a une autre chose qui me frappe néanmoins, c'est que par rapport aux peurs précédentes de remplacement ou d'impact sur les métiers liés à l'automatisation, à la robotisation, peut-être qu'une chose qu'on peut dire, c'est que pour la première fois, ça semble aussi toucher des métiers plus intellectuels, un autre type d'expertise. Et je pense que ça explique aussi une partie des frayeurs. Il est clair, en particulier dans le monde de l'entreprise, que beaucoup de fonctions support de fait, où il y a beaucoup de connaissances et de gestion de documentaires, etc., vont être très impactées. Je pense de façon plutôt positive, à vrai dire. Ça va démultiplier, ça va assister, ça va augmenter l'efficience, voire permettre de faire des choses qu'on ne sait pas faire à l'heure actuelle, mais au prix de formation. Il va y avoir de nouveaux métiers qui vont émerger, en tout cas de nouvelles compétences qui vont être nécessaires pour maîtriser ces outils. Donc il va y avoir effectivement de la mise à jour. C'est ça, il faut que toute la société, les politiques aussi s'adaptent. Alors effectivement, vous avez raison de souligner que peut-être que cette peur est accentuée parce qu'on voit que l'IA touche des métiers différents de ceux qu'on a vus ici, touchés, impactés par la révolution industrielle puis informatique. Mais en même temps, on constate que finalement, ils seront touchés, mais ils seront valorisés aussi par ces IA, puisqu'ils seront dans un travail complémentaire, finalement. Pour ce qui est de la valorisation des salaires, les économistes divergent un peu. Oui. Même si l'étude est très documentée, vous avez David Autor, par exemple, au MIT, qui présente les choses un peu différemment. Mais une chose est certaine, le rapport se termine en appelant les gouvernements à se rendre compte qu'il est nécessaire d'agir au niveau de la société. C'est-à-dire qu'il y aura de toute façon les cartes vont se rebattre et qu'il faudra être là pour qu'il n'y ait pas de situations difficiles, de sentiments d'injustice. Et c'est pour ça que je pense que des politiques d'éducation sont assez importantes. Oui, et peut-être pas attendre le moment où ça va arriver. Anticiper. C'est ça. Il y a un index d'anticipation aussi dans le rapport, oui. Allez, notre autre actualité, ce sont ces terminaux qui sont dédiés, pensés en fait pour les nouveaux usages apportés par les IA, et notamment les IA génératives, mais tout ce qui est assistant. C'est l'ère peut-être post-smartphone. En tout cas, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que l'arrivée de ces nouveaux petits objets qui sont capables de répondre à nos demandes, qui ont la taille d'un petit appareil qu'on peut mettre dans sa poche beaucoup plus facilement qu'un smartphone, est-ce que ça pourrait chasser ce mobile, le rendre obsolète, vieux même, peut-être démodé ? Oui, alors moi je crois beaucoup effectivement à ça. Je crois beaucoup dans les apports et je reviendrai après aussi sur, à mon avis, les questions que ça pose derrière. C'est-à-dire vous avez été convaincu par le Rabbit R1 que vous avez vu au CES de Las Vegas. Oui, parce qu'il vient répondre à une très vieille problématique de la micro-informatique moderne depuis 40 ans, qui est l'interface clavier-souris. On sait que c'est pas la panacée, on sait que c'est compliqué, ça s'emporte pas, etc. etc. Donc là, ces capacités, j'allais dire, d'interaction en langage naturel avec ces petits assistants, alors, ça ouvre des possibilités à l'infini. Mais en même temps, dès qu'on a dit ça, on se remet un peu dans la peau d'Européens et surtout de Français. Et on se dit, alors, parce que si je dois parler à mon petit assistant pour lui dire enlève l'alarme quand j'arrive chez moi, fais un virement à ma fille ou mon fils, parce qu'après la période de Noël, les finances sont à sec, ou commande-moi un pack de lait pour demain, ça voudrait dire qu'au préalable, il faudrait que je lui ai confié tous mes identifiants. Et là, on en vient à ce problème de cadre de confiance qui, de nouveau, ressurgit typiquement avec cette utilisation-là. Et donc, il va falloir, en tout cas moi, personnellement, je vais attendre d'avoir un cadre de confiance pour être sûr de savoir ce que je peux lui confier. On avait déjà cette problématique dans la data et dans l'IA, qui est prégnante. Elle va sans doute être encore plus avérée. Et il y a quelques mois, le patron d'OpenAI nous expliquait que la régulation était contre l'innovation. Déjà, je pensais que c'était une ânerie. Mais là, je me dis que c'est exactement le contraire. Il nous faudra de la régulation pour que ces innovations puissent prendre leur place. Et oui, je crois profondément que c'est un très bon complément au téléphone, voire même effectivement, là pour le coup, peut-être un remplacement. Peut-être que ça donne un petit coup de vieux. On va voir une vidéo. What's the nature of the reality? The nature of reality is a topic that has captivated the minds of philosophers and thinkers throughout history. According to Bertrand Russell, reality is composed of hard data derived from sensory experiences and logical analysis. It is the amalgamation of our perceptions, thoughts, and the external world. Alors Muriel, est-ce que ça vous fait rêver comme Jérôme, ça ? Alors, je ne sais pas si ça me fait rêver, mais je trouve intéressante l'idée de donner une matérialité à l'assistant d'IA. Très clairement, le smartphone a déjà trop de fonctions. Et d'un point de vue cognitif,
les yeux sont débordés par l'écran. Les gens ont une fatigue oculaire très claire. Les mains sont débordées par l'écran. Donc, l'idée d'avoir un autre support me paraît intéressante. Et je pense, ça marchera, ça ne marchera pas. Je pense que ce sera vraiment l'ergonomie cognitive qui le décidera. Est-ce qu'on va vouloir être assisté par la lunette en collaboration avec Meta, entre Ray-Ban et Meta? Donc, est-ce qu'on veut ajouter une fonction à un objet qu'on utilise déjà? Ou bien est-ce qu'on veut un objet qui matérialise cet assistant IA qu'on ne peut pas réinsérer dans l'iPhone, le smartphone, que l'on ne peut pas réinsérer dans le smartphone parce qu'il est déjà plein et les mains et les yeux sont pleins. Donc, est-ce que le canal vocal qui est extrêmement naturel, maintenant que le traitement automatique du langage est si présent dans tous les objets, je pense que ça peut être intéressant. Patrick, est-ce que ça fait changer aussi les perspectives quand on travaille sur les IA génératives, de se dire il faut peut-être aussi qu'on y pense à ces modèles pour qu'ils puissent être utilisés sur des petits appareils genre Tamagotchi, quoi. Absolument. Il y a plusieurs choses qui me semblent intéressantes. Alors, les efforts pour essayer de s'affranchir du diktat du smartphone datent de quelques années. À savoir, est-ce qu'on arrivera à remplacer le smartphone par un lapin carré dans la poche, un clip rond à la boutonnière ou des... Oui, parce qu'il y a eu Human qui a été présenté avant, dont on pense que c'est quand même plus un prototype pas encore très fonctionnel. Ou les lunettes dont c'est quand même une nouvelle mouture, mais on ne sait pas. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est le travail sur les interfaces. Et je pense effectivement qu'avec l'IA générative, en particulier multimodale, donc l'image, mais aussi l'audio, le langage évidemment, qui depuis quelques mois et quelques années est en train vraiment de progresser très vite, on arrive vraiment là des formes de technologies qui sont suffisamment mûres, en tout cas d'un niveau suffisant, pour avoir des interfaces variées, enfin fluides. Oui. Et enfin vraiment satisfaisantes. Et ça ouvre d'un coup, c'est ce qu'on voit là, un espace de créativité pour les développeurs et les designers. Donc on verra bien ce que ça va donner. Peut-être qu'on restera sur une extension du smartphone, comme c'est déjà le cas avec les montres connectées, ou peut-être quelque chose de radicalement différent. Nous verrons bien. Donc les deux, la recherche en IA générative et puis le développement de nouveaux produits vont avancer finalement un peu côte à côte. Vous allez vous surveiller ensemble. Bon, alors on passe à d'autres actualités. Ce sont ces robots qui seraient mieux à même de capter nos émotions grâce à l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est au CES de Las Vegas où on a vu des démonstrations, par exemple, de Bolly, le compagnon de Samsung. On avait aussi Miroki de la famille Mirokai, développé par le français Enchanted Tools. Est-ce que, selon vous, ça, c'est une bonne nouvelle, en fait, de se servir des IA pour capter nos émotions? Muriel? Alors, bonne idée, je ne sais pas. Il faudrait que ça marche bien. Ah, vous êtes encore sceptique là-dessus. Oui. Je pense que d'autres invités le sont. Les systèmes sont encore un peu simplistes. Voilà. Et l'autre chose, et je reviens un peu à la question de Rabbit R1 et du PIN au Manet. La question, pour moi, est aussi le support, c'est-à-dire visuellement, qu'est-ce qui est en train d'analyser mes émotions? Est-ce qu'un petit animal cute, un peu japonisant, peut le faire? Est-ce que je m'en remets à une boule qui me sert de domotique avancée à la maison? Je pense qu'il y aura vraiment quelque chose de profond sur cette question des émotions dans l'acceptation des personnes et aussi peut-être une réflexion de société de se demander, voilà, une fois que ça marchera, si ça marche bien, est-ce que l'émotion est quelque chose, voilà, dans la proposition de réglementation européenne sur l'IA, l'émotion est clairement quelque chose qui est, la détection de l'émotion est quelque chose qui n'a pas sa place dans toute la société. Donc je pense qu'il y aura aussi une question de débat. Alors, c'est-à-dire dans toute la société, parce que là, sont surtout des usages. Oui, là, c'est plutôt des usages plutôt à la maison. À la maison ou aussi pour les hôpitaux. En l'occurrence, je pense à Enchanted Tools. L'idée, c'est d'aider aussi les infirmiers, enfin toutes les professions à l'hôpital, en portant des charges notamment, et en se faisant accepter quand même finalement par les patients. Parce qu'il y a ce sujet de l'acceptabilité du robot qui n'est toujours pas tranché finalement. Donc,
avec un peu d'émotion, avec un peu de sourire, avec un peu d'empathie, peut-être apportée par l'IA, on accepterait davantage de cohabiter avec des robots demain? Alors je pense, des robots, au sens large du thème, même un robot conversationnel, je pense que l'émotion fait partie de la richesse de l'interaction. Et donc, quand on imagine ces nouvelles interactions, qu'elles soient dématérialisées ou incarnées à travers des robots physiques, je pense que c'est important que le système comprenne l'émotion de l'humain. Et il y a ce qu'on appelle en boutique... C'est-à-dire pas seulement qu'ils comprennent ses besoins, mais aussi ses émotions. Ses intentions, ses états, son état psychique, c'est important pour la qualité de l'échange. Et en robotique, il y a cette idée de la vallée étrange, d'un système qui devient très très humain, mais pas complètement. Et je pense que soit l'incapacité du système à comprendre l'émotion, voire à essayer de la comprendre, mais mal, va contribuer encore à ce que les rapports restent... dans la vallée étrange avant de devenir vraiment des rapports complètement fluides. Pour l'instant, on a très vite cette impression déjà avec une interface textuelle, avec un robot conversationnel au bout d'un moment. C'est vrai, mais ça me fait penser aussi à Laurence de Villers, chercheur en IA, qui a publié beaucoup sur la question des robots émotionnels et qui nous dit attention à ce qu'il n'y ait pas aussi tromperie, que finalement on ne se méprenne pas sur notre interlocuteur. Notre interlocuteur reste une machine, un logiciel. Oui, ça, je pense on voit quels peuvent être les usages, notamment effectivement dans le domaine de la santé, le domaine des soins aux patients. On comprend qu'effectivement, dans la communication, il y a de l'explicite et l'implicite, que quelque part, d'intégrer un peu d'émotionnel dans la communication va aider à la compréhension. Mais on peut se faire peur, là, pour le coup, très très vite aussi sur les usages quand même de ce genre de techno. Donc, je ne dois pas passer pour le gendarme à chaque fois, mais on régule, au secours, par pitié. Avant même d'innover et de commencer à inonder le marché et de réguler après, ce qu'on a plutôt tendance à faire, là, il faut vraiment se poser la question avant. Je pense qu'on est sur des débats qui sont presque de l'ordre de ceux qu'on a connus sur la biogénétique, etc. Il y a urgence, là aussi, à avoir véritablement un consensus européen en la matière. Voir au-delà des frontières de l'Europe. Hein. Là, on peut rêver. Je pense qu'on a les mêmes préoccupations quand même avec les États-Unis notamment. Ils s'interrogent, j'imagine, enfin j'entends aussi sur ces questions éthiques, Muriel. Oui, il y a beaucoup d'interrogations sur les questions éthiques actuellement. Le gros des interrogations est sur la question de la désinformation, qui peut aussi passer par une manipulation un peu émotionnelle du discours, le côté convaincant des productions langagières, le fait que plusieurs États ont voté des bannissements de deepfake dans les 80 jours avant les élections. Donc, disons que la question éthique de l'IA est quand même devenue assez prépondérante à l'échelle internationale. Oui, avec en plus, mais en complément de ça, la capacité d'un système qui vient finir par s'auto-nuire. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le data poisoning, c'est-à-dire qu'en fait, ces capacités de produire des données qui en fait vont être basées sur des données complètement fausses et qui vont finir par venir complètement s'ingérer dans les IA génératives et les dérouter. Donc on a une espèce de cercle comme ça de nocivité qui, là, pour le coup, est une préoccupation mondiale. Bon, et il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter ensemble, mais c'est déjà la fin de notre grand débrief autour de l'actu de l'IA. Donc, je vous réinviterai avec grand plaisir Muriel Popa-Fabre, experte au Conseil de l'Europe, Patrick Pérez, directeur du laboratoire de recherche Clitaille, et Jérôme Vallat, CEO et cofondateur de Clérop. Merci à vous. Tout de suite, on va s'intéresser aux humains devant les écrans. On termine cette édition avec notre rendez-vous habituel avec David Lacombe-Bled, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Et on va s'intéresser à ce sujet face aux écrans, nos enfants. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on va revenir sur cette conférence de presse qu'a tenue le président de la République et qui annonçait finalement son intention de limiter cette exposition. Qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai que la surexposition aux écrans ne fait pas bon ménage avec des cerveaux en développement. D'ailleurs, le président de la République a annoncé qu'il souhaitait parfaire sa réflexion en nommant un conseil d'experts prochainement, parce que les problèmes sont connus. Ça pose des soucis chez les plus jeunes en matière de concentration, en matière de mémorisation, des troubles du comportement, du sommeil, avec des conséquences psychologiques et physique. Alors c'est vrai, il faut bien voir que ce petit outil, on l'a tous dans la main, à proximité du cœur, c'est un véritable doudou, une sorte de pacemaker de nos cerveaux qui en stimule en permanence les émotions
et l'attention, et qu'il est bien difficile de s'en séparer. D'ailleurs, c'est à peu près le seul objet qui fait qu'on retourne chez soi pour aller le chercher si d'aventure on l'a oublié. Alors, il faut bien voir qu'au-delà du téléphone, les écrans envahissent nos vies. Ce sont 7 écrans en moyenne par famille. Vos téléphones, certes, vos ordinateurs, votre montre, le pare-brise, plus tous les écrans dans la rue et des magasins qui ne font plus qu'un seul écran à la fin. Un seul écran, mais qui font tout et qui font tout ce que vous avez envie qu'ils fassent au moment où vous souhaitez qu'ils le fassent. Et vous regardez des films sur votre montre, envoyez des emails depuis votre télé, etc., etc. Mais alors, donc, pour les enfants, que peut faire l'État ? Alors, sans les parents, à mon sens, pas grand-chose, ça sera peine perdue. Charge aux parents de montrer l'exemple, charge aux parents d'éduquer leurs enfants. Si vous posez votre téléphone sur la table pendant le repas, vous perdez quand même immédiatement toute autorité et toute crédibilité pour enjoindre votre progéniture de faire autrement. Et c'est bien la difficulté pour des parents qui généralement mettent ces téléphones dans les mains de leurs enfants. Quand ils sont jeunes, pour regarder un film et avoir un peu la paix, ne nous le cachons pas. Et quand ils sont plus âgés, pour les féliciter d'entrer en 6e, notamment. Et d'ailleurs, si vous regardez l'étude borne sociale de l'agence Even, on atteint un pic d'équipement à l'âge de 11 ans. Eh oui. 3 enfants sur 4 de 11 ans ont déjà un smartphone, parce que c'est le cadeau d'entrée en 6e. Qui permet de maintenir un petit lien avec des enfants qui ont tendance déjà à s'éloigner, pour les surveiller également, cela peut arriver. Et quand je dis que les parents ont une responsabilité, c'est que généralement, les premiers pas du numérique se font avec les parents sur la foi d'un mensonge qui est celui de l'âge requis quand il faut le rentrer dans son application. Il faut quand même rappeler que l'âge légal numérique en France est de 15 ans. Oui, il faut le rappeler. Alors, et puis en plus, ce téléphone, il ne sert pas qu'à téléphoner. La vraie problématique, en fait, c'est les contenus. S'ils servaient à téléphoner, nos enfants nous répondraient quand on les appelle. Au-delà, effectivement, comme vous et moi, surtout vous d'ailleurs, ils sont sur TikTok, Instagram, Discord en particulier, même si les réseaux sociaux ont plutôt tendance à diminuer pour les plus jeunes au profit de messageries instantanées, WhatsApp et Messenger en particulier. Et c'est sans compter son YouTube pour les vidéos, puis tous les jeux vidéo. Alors là, vous les connaissez aussi, Delphine, pour les utiliser, Fortnite, Animal Crossing ou Apex Legends. Et on fait quoi alors sur ce sujet des contenus, selon vous ? Une mobilisation sans précédent, avec des parents qu'il faut impliquer au sein des maisons. Parce que si vous regardez bien, l'addiction est telle que souvent elle est comparée à l'alcoolémie ou au tabagisme. Pour le coup, le numérique a tué personne, me semble-t-il, jusqu'à présent. Néanmoins, cette analogie existe. Mais si vous regardez dans un pays comme la France, on n'interdit pas aux jeunes de boire ou de fumer. On interdit la vente de cigarettes et d'alcool. Toute morale et réprobation sociale mise à part. Et donc, effectivement, on va être exactement dans les mêmes difficultés pour rentrer au sein de maison. Et donc, c'est bien des campagnes de prévention en matière de santé qu'il va falloir mettre en œuvre, parce que les chartes, on l'a vu, elles existent et elles ne fonctionnent pas. Que les contrôles parentaux, souvent, c'est les enfants eux-mêmes qui les mettent en œuvre, et que demain, si vous faites de la reconnaissance faciale, ça pose immédiatement d'autres soucis. Peut-être qu'il faudra mettre son poignet devant sa caméra pour savoir quel âge vous avez. Bon, merci beaucoup, David Lacomblette. On continue d'en parler ensemble. David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Merci à vous de nous regarder. C'était Smart Tech. À très bientôt pour une nouvelle discussion sur la tech.